Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'ambassadeur d'Haïti à Washington, Paul Altidore, intensifie sa campagne de sensibilisation des membres du Congrès en vue de l'obtention d'une prorogation du TPS. L'État haïtien aura du mal à collecter les 26 milliards de gourdes supplémentaires ajoutés au budget 2017-2018, selon l'économiste Pierre-Marie Boisson. Le retard enregistré dans la transition de la télévision analogique vers la télévision numérique en Haïti est dû à l'absence d'une politique publique pour accompagner plus d'1 million de familles haïtiennes qui ne disposent que de téléviseurs analogues, selon le directeur du Conatel. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. Haytrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par Haytrack. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Comme cela a été dit en titre, l'ambassadeur d'Haïti à Washington, Paul Altidore, intensifie sa campagne de sensibilisation des membres du Congrès en vue de l'obtention d'une prorogation du TPS qui devrait expirer en janvier 2018. Outre des élus, des représentants d'organisations de la société civile engagés dans le mouvement de renouvellement du TPS avaient également pris part au dîner de travail organisé par la représentation diplomatique d'Haïti. Les membres du Congrès sont disposés à apporter leur plein appui à ce dossier. Le sénateur du Massachusetts, Ed Markey, membre du comité sénatorial des relations extérieures des États-Unis, a souligné que les Haïtiens en général sont des citoyens exemplaires et qu'il est donc prêt à apporter son soutien au mouvement. Eddie Bernice Johnson et Elsie Hastings, ardents défenseurs d'Haïti au Congrès, soutiennent qu'il faut un engagement fort de la diaspora haïtienne dans le dossier du TPS. L'économiste Pierre-Marie Boisson juge irréaliste le budget 2017-2018, objet de controverse en ce moment. Le directeur de la Sogesol exprime ses préoccupations quant à la capacité de l'État à collecter les 26 milliards de gourdes supplémentaires ajoutés au budget de l'exercice en cours. D'un autre côté, l'économiste souhaite qu'un vrai dialogue soit initié entre le gouvernement, la société civile et la classe politique en vue de parvenir à un budget rectifié contenant moins d'irritants. Pour plus de précision, nous avons avec nous le directeur de la Sogesol, Pierre-Marie Boisson. Bonsoir, Monsieur Boisson. Bonsoir Serge, et je suis très heureux d'être encore une fois au micro de cette radio et de cette télé. Et je salue tous les téléspectateurs et auditeurs de Métropole. Monsieur Boisson, le budget a créé beaucoup de controverses et continue encore à en créer. Vous avez vous-même relevé des points que vous avez qualifiés d'irritants. Pouvez-vous préciser votre pensée? Moi, je dirais que les irritants, par exemple, l'anomalie d'avoir un Parlement qui a un budget plus élevé que le ministère de la Santé, certainement pour l'économiste que je suis, qui voudrait voir un budget privilégié davantage le rôle de l'État pour accompagner la production privée, encadrer les investisseurs, donner l'impulsion qu'il faut à l'économie et à la fois opérer une certaine redistribution en faveur des faibles, ça paraît choquant vraiment. Donc les poids relatifs, surtout des accroissements d'une année à l'autre du budget, peuvent choquer. Bon, ceci étant dit, moi en tant qu'économiste, je pense que ce qui m'inquiète, puisque le budget il a été voté dans les temps, il a été voté par les élus qui ont le droit de le faire et qui ont l'autorité légale de le faire. Donc c'est un fait accompli qu'il faut prendre comme hypothèse.
Mais ce qui m'embête, c'est que ce budget, il me paraît ne pas avoir les moyens de ses ambitions. Parce que c'est un parti politique qui est encore dans le souvenir d'une ère, l'ère Martelly, où il y avait une abondance de ressources pour deux raisons. Premièrement, il y avait l'existence d'un Petro-Caraïbe avec un pétrole atteignant $100 et plus. Aujourd'hui, le pétrole est à la moitié. Donc, quand vous avez un pétrole qui est à la moitié, ça veut dire que les ressources du Petro-Caraïbe sont divisées de plus que moitié. Pour des raisons ayant trait à la façon dont on calcule les crédits du Petro-Caraïbe. Donc, le Petro-Caraïbe qui était plus de 20 milliards de gouttes il y a à peine quelques années, aujourd'hui est moins de 5 milliards. Donc ça, c'est une première réalité. La deuxième réalité, c'est que M. Martelly a pris le pouvoir je dirais, juste après un séisme, un an après le séisme. Un an après le séisme, il y avait, par exemple, l'année 2010 qui a suivi le séisme, les dons externes à Haïti totalisaient 1,75 milliard de dollars américains. Aujourd'hui, ils sont à moins que 500 millions. Ils sont à presque quelques centaines de millions de dollars. Donc, l'abondance de l'aide externe a été réduite en peau de chagrin. Donc, c'est un gouvernement qui voudrait continuer une ère d'activisme, c'est-à-dire où il fait beaucoup de choses, il fait beaucoup de projets, il y a beaucoup de dépenses non récurrentes de l'État dans une atmosphère de contraintes financières aiguës et d'une croissance économique lente et donc d'un investissement privé timide. Donc, dans ce sens, je pense que le budget qui a été préparé très rapidement, quand même c'est 2 mois, le budget est un peu irréaliste quant à ses ambitions et la vigueur de la contestation populaire qui a pris place autour de ce budget aggrave le problème. Et il l'aggrave comment? Par exemple, dans ce que j'appelle le delta, l'augmentation du budget rectificatif au budget 2018, on a eu à peu près 26 milliards de dollars de dépenses en plus. Ces 26 milliards de dépenses correspondent à des ressources additionnelles. Et dans ces ressources additionnelles, j'ai identifié 2 postes où je pense que la réalisation de ces ressources est plus ou moins incertaine, notamment 11 milliards qui viennent d'une nouvelle augmentation des prix à la pompe, que je me demande si dans l'atmosphère actuelle, compte tenu du passé, en utilisant le passé comme guide, je me demande si on va pouvoir dégager 11 milliards de gouttes en plus, qui représente 1 milliard par mois, alors qu'on n'a même pas encore posé le premier pas de ceci. Donc je me demande est-ce que ces 11 milliards seront réalisables, en tout cas en totalité. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a à peu près 18 milliards de ressources d'endettement interne. Il est vrai de dire que ces 18 milliards comprennent 5 milliards qui viennent d'une annulation de dette, 5,7 milliards qui viennent d'une annulation de dette du Fonds monétaire. Ça, je pense que c'est plus ou moins réalisable, je dirais. Mais il y a à peu près presque 13 milliards de gouttes qui viennent d'un endettement sous forme de bons du Trésor achetés pour des fonds de solidarité, des fonds de la diaspora, etc., où je pense qu'il y a un très fort doute sur la réalisation d'une telle ressource. Ça veut dire que si vous additionnez ces 13 milliards avec les 11 milliards dont j'ai parlé, ça fait 24 milliards de ressources incertaines qui représentent quasiment la totalité de l'augmentation du budget. Et si cette augmentation ne prend pas place, il va falloir de toute façon prévoir une réduction de dépenses, puisque le gouvernement a l'ambition de rendre ses dépenses égales à ses ressources. C'est ce qu'on appelle le cash management. À partir de ce moment, moi je dis que donc, de toute façon, il faudrait un budget rectificatif, qu'il soit de la taille de 24 milliards, qu'il soit de 10 milliards, qu'il soit de 11 milliards. Je ne vois pas comment l'État, dans l'état actuel des choses, notamment que la croissance économique qu'il a prévue est fortement tributaire du climat socio-économique. Donc, il y a pour moi une très forte probabilité qu'il sera nécessaire, dans les mois qui suivent, d'arriver à un ajustement à la baisse des dépenses. Ce qui veut dire que si c'est le cas, pourquoi ne pas commencer dès maintenant à établir une base de dialogue qui pourrait calmer un peu le jeu? Très bien, merci. Pour vous, modifier le budget, est-ce que ça signifie diminuer les dépenses ou supprimer certains postes dérangeants? Très très bonne question. Moi je pense que quand je regarde l'histoire de la façon dont ce budget a été voté, nous sommes en face d'un parti qui est au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif. Il me semble que ça aurait été préférable qu'il y ait eu plus de débats autour du budget avant qu'il soit voté, ou pendant la période pendant laquelle il est soumis au Parlement. Et ceci, pour moi,
aborde un autre problème. Le budget est plein d'augmentations de taxes. Dans la logique de la gestion fiscale à travers le monde, le budget est le moment privilégié pour un débat public. C'est vrai. Mais en même temps, étant donné que l'enveloppe du budget n'est pas négociable avec le Parlement, c'est la composition qui est négociable, les lois fiscales elles-mêmes ne devraient pas être, ça devrait être l'exception qu'elles soient votées à travers un budget. Premièrement parce qu'on n'a pas suffisamment de latitude de débat, puisque les lois sont un fait accompli. Deuxièmement parce que le budget par naissance, c'est une loi de finances qui est votée pour un an. On aurait pu avoir un budget plus annuel, mais disons que le budget tel qu'il est approuvé d'après les lois et la Constitution d'Haïti, c'est une loi conjoncturelle. Une loi qui est votée pour un an. On prend des décisions structurelles sans débat à partir d'une loi conjoncturelle. C'est un point sur lequel le Forum économique, dont je fais partie du Conseil, s'est prononcé en de maintes fois et s'est prononcé contre. Il faut qu'on puisse se donner la contrainte de ne prendre, n'adopter des lois fiscales, sauf en caractère, en matière très exceptionnelle, sauf en cas d'exception, d'adopter une loi fiscale à partir d'un débat centré sur cette loi-là. Et que ce débat prenne place avec les auditions qu'il faut avec les acteurs de la société civile, de façon à ce qu'il y ait certaine harmonie entre le citoyen et ses dirigeants au moment d'adopter une nouvelle taxe. Ceci n'a pas été fait puisque ça a été passé dans une loi budgétaire qui a été votée rapidement et qui n'a pas fait l'objet d'un débat distinct et séparé sur les différents éléments de voies et moyens qui ont été choisis par l'État pour financer ce budget. Donc pour moi, c'est l'occasion, étant donné la controverse que ce budget a créée, de lancer une nouvelle consultation. Sinon, je ne dis pas pour remettre en question ce budget, je pense que c'est un fait accompli. Encore une fois, je ne vois pas le gouvernement moi-même abandonner à partir d'une contestation populaire un budget qui a été voté. Ce ne serait pas une bonne chose. Par contre, je le vois rentrer en concertation, comme ça devrait l'être chaque année, avec les principaux corps organisés de la société civile, pour revoir les mérites de la contestation et sur cette base, adopter dans un intervalle de temps, avec le temps qu'il faudra, un rectificatif qui prenne en compte et les problèmes de ressources, de niveau de ressources dont j'ai parlé, et la composition, pour que ça puisse au moins être corrigé autant que faire se peut. Légalement, combien de temps a le gouvernement pour apporter des rectifications au budget? On peut rectifier n'importe quand. Une loi rectificative n'a pas de limite. Mais c'est après l'entrée en vigueur du budget, c'est bien ça? Oui, là, ce qu'on appelle une loi rectificative, par définition, c'est une loi qui rectifie ce qui a été voté. Or, le budget est voté pour un an. Donc, tant que vous n'avez pas encore épuisé ces années fiscales, vous rectifiez. Bien sûr, la loi rectificative devrait être idéalement prise bien avant la fin de l'exercice, parce que sinon, elle ne rectifie pas grand-chose. Pas vrai? Mais d'après moi, la loi rectificative, le plus tôt possible, devrait être mise en tout cas, il faudrait y avoir un débat, il faudrait y avoir des rencontres et une concertation. D'ailleurs, ça permettrait vraiment d'établir un autre climat que cette perception qu'ont certaines personnes, en tout cas que des acteurs organisés. Encore une fois, je ne parle pas de la rue, je parle de la société civile, que le budget a été voté sans vraiment des consultations exhaustives qu'il devrait y avoir et sans en prendre en compte notamment le secteur privé. Le secteur privé a été un peu frustré de ne pas avoir été reçu par le Sénat au moment de la demander. Et donc, je fais un appel pour que ceci puisse être corrigé. Un tout autre débat, M. Boisson. Les mairies protestent contre la diminution de l'impôt locatif. Comment voyez-vous ces protestations? Et plus généralement, est-ce une bonne chose que l'impôt locatif ait diminué? Je crois qu'on confond deux choses. La diminution de l'impôt locatif est une logique. Le fait que cet impôt soit largement sous-collecté en est une autre. Moi, je crois que ce qui est surtout important, c'est de collecter davantage, c'est de taxer davantage les citoyens. Comme je l'ai dit à l'université Quisqueya, une taxe, pour ne pas être évadée, doit avoir des taux raisonnables, sinon même faibles, mais une large assiette. Je crois que l'impôt locatif répond à cette logique. L'impôt locatif aujourd'hui est collecté de très peu de monde
en tout cas en ce qui a trait au niveau qui devrait être collecté, mais il est plus élevé qu'il ne le devrait. Donc moi j'appuie la position du gouvernement qui a réduit l'impôt locatif. Par contre, et il faudrait tout aussi bien donner les moyens et si tu veux rentrer en contact, rentrer en concertation avec ces mairies pour qu'il y ait une meilleure collection, une meilleure perception de l'impôt. D'ailleurs, je pense aussi que la façon dont cet impôt est perçu n'utilise pas assez les moyens modernes, géophysiques, enfin, de la géomatique. Parce que vraiment, ça fait l'objet d'une remarque que j'avais moi-même faite à un ancien maire, une ancienne mairesse de la commune de Pétionville, pour lui dire, mais écoutez, bon, vous avez quand même le bonheur d'avoir à l'époque, bon, je pense, une division de l'État qui fonctionne très bien, qui permettrait, à partir d'une vue aérienne, pas vrai, de bien connaître votre stock de maisons et qui aurait pu cibler, avec des formules très simples, on aurait pu avoir une bien meilleure perception. C'est vrai que dans l'ensemble, il y a beaucoup de problèmes qui se grèvent dessus, qui font que les mairies ne sont pas performantes. Il y a notamment beaucoup d'informels, il n'y a pas beaucoup de maisons qui sont autorisées. Donc il y a toute une série de faiblesses, je dirais, institutionnelles qui font que les mairies ne performent pas. Mais ce n'est pas en gardant l'impôt à 15% au lieu de 10% de la valeur locative qu'on va changer vraiment la nature du problème. Au contraire, en le mettant à 10%, il y a une probabilité qu'on va avoir une meilleure perception, à mon avis, parce que aujourd'hui, la perception est très faible. Voilà, merci infiniment, Monsieur Pierre-Marie Boisson, pour ces précisions que vous nous avez apportées. Merci et à très bientôt. Merci, Monsieur Klein. Ça a été un plaisir, encore une fois, de me retrouver à Radio Métropole et à Télémétropole. Et je souhaite que ce ne sera pas la dernière, qu'on aura l'occasion d'en faire de multiples autres interviews de ce genre. Au revoir. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Haïti ont lancé officiellement un colloque international de 3 jours autour de la thématique « Lutte contre l'impunité des crimes du passé et la justice transitionnelle ». Financée par l'Union européenne, cette activité se déroule les 27, 28 et 29 septembre. Le directeur exécutif du RNDDH et secrétaire général de la FIDH, Pierre Espérance, a fait savoir que le renforcement de la justice et la lutte contre l'impunité sont des conditions indispensables pour consolider l'état de droit en Haïti. Les autorités dominicaines ont pris des mesures depuis plusieurs semaines pour restreindre, voire interdire aux Haïtiens l'accès aux soins gratuits dans les hôpitaux de la République voisine. Une décision qui touche de plein fouet les populations frontalières qui sont souvent moins éloignées d'un établissement de santé dominicain que d'un hôpital haïtien. En réaction, l'ancien ministre des Haïtiens à l'étranger, Edwin Paraison, dénonce une confusion entretenue par les nationalistes dominicains pour exclure les Haïtiens des soins de santé gratuits en République voisine. M. Paraison a déploré que cette mesure concerne aussi bien les frontaliers allant prendre des soins en République voisine que les migrants haïtiens en situation légale ou les Dominicains d'origine haïtienne. Pendant les dernières années, il y a un mouvement de trafiquants, d'intermédiaires, de monde qui vendent un petit peu l'idée que, bon, de pour faire petit temps en République dominicaine, on va faire dans de meilleures conditions qu'en Haïti. Donc, il y a des passeurs qui touchaient, et on bagaille quand même, dans mes femmes enceintes, et ils ont transporté, ils ont mené jusqu'aux hôpitaux les plus éloignés de la frontière. Donc, on a parlé là de villes tant que Santiago, ou bien on a parlé de villes tant qu'Oazoa, dans la zone du sud, et même jusqu'à Santo Domingo. Donc, l'affaire a créé tout un débat en République dominicaine et a été utilisée par le secteur ultranationaliste anti-haïtien, qui n'a jamais vu d'un bon œil la présence de nos compatriotes, et particulièrement qui se sent préoccupé par cette croissance de l'immigration haïtienne en République dominicaine. Et la confusion que les ultranationalistes dominicains viennent poter là sur le tapis, c'est que ils mettaient tout le monde dans le même paquet, dans le même panier. On a d'un côté ce problème qui n'est pas normal avec les passeurs, mais à côté de cela, il y a déjà une population haïtienne, une communauté haïtienne
qui est stationnaire ou bien qui stationnait en République dominicaine. Et cette population est composée de deux groupes. Le premier groupe, ce sont des migrantes, c'est des femmes migrantes, eh bien, qui sont installées en République dominicaine, ça gagne 25 à 50 et 30 ans. Donc, elles ont droit aux services de santé, comme n'importe qui l'autre dominicain, et même leur temps en situation irrégulière. Et le deuxième groupe, c'est les Dominicains d'origine haïtienne, que vous faites rentrer dans le panier des Haïtiens. Alors, le débat politique a été aussi fort que une sorte d'implication des forces de l'ordre et particulièrement des militaires. Okay. Donc, un secteur dans l'armée dominicaine qui est un petit proche de ce secteur ultranationaliste, qui a un bon discours de haine, un discours qui n'est pas favorable à la cordialité, au bon voisinage entre nos deux peuples. Et ceci a conduit à la présence de militaires dans certains hôpitaux pour essayer de contrôler cette situation. Mais je ne sais pas quoi que son bail Kembe, parce que ça a quand même créé des réactions, des groupes solidaires avec la communauté haïtienne, mais aussi certaines préoccupations exprimées par des organismes internationaux. Parce que là, on a parlé de centres publics qui doit bailler les premiers soins à n'importe qui monde qui est malade, donc ou pas capable quitter ton monde mourir, ou bien pas capable quitter ton femme enceinte qui prend accoucher dans la rue, alors qu'il y a un hôpital et proche de cette personne. Le projet de portabilité de numéros est actuellement en cours de réévaluation. L'annonce en a été faite par le directeur du Conseil national des télécommunications, David Rodney. Le responsable du Conatel ne s'était pas montré trop rassurant en ce qui concerne la mise en place de ce programme 4 ans après sa présentation. Il évoque des contraintes d'ordre administratif pour expliquer ce retard. Par ailleurs, il a expliqué que le retard enregistré dans la transition de l'analogique vers le numérique en Haïti est dû à l'absence d'une politique publique d'accompagnement de plus d'1 million de familles qui ne disposent que de téléviseurs analogues. Transition, pas seulement une dimension technique, li interpeller un ensemble de politiques publiques qui pas compété exclusivement à Conatel. Et est-ce qu'on va subventionner certains de ces foyers? C'est une question de politique publique. Si par exemple le gouvernement s'engage dans une logique de subvention des décodeurs, donc il faudra que ça inscrit en dedans une loi de finances s'il pas bénéficier de comme tu as dit ça, un budget d'investissement qui est basé sur financement international. Donc, c'est des questions qui peuvent adresser, qui doivent adresser à l'intérieur de commission interministérielle là, pour que nous soyons capables véritablement avancer dans l'agenda de transition. Mais nous pas en retard véritablement. La direction centrale de la police judiciaire a effectué 48 arrestations du 15 août jusqu'à date. Lors de la conférence de presse bilan de la PNH ce mercredi, le porte-parole adjoint de la police, Gary Desrosiers, a indiqué que l'auteur présumé de l'attaque contre l'ancien ministre de la Justice, Michel Brunache, et sa famille figure parmi les individus appréhendés par la PNH. Il y a 16 kilos de cocaïne qui saisit, dont 2 testés négatifs. 504 kg de marijuana saisis, 5 armes saisies, 2 véhicules, 2 bateaux, 2 motos. Il y a 48 arrestations qui fait. Nature, homicide, assassinat, viol sur mineur, crime sexuel, viol, trafic de marijuana, vol à main armée, incendie criminel, trafic, cocaïne. DCPJ arrêté le 1er septembre 2017, Désir Dieu Étienne à Delma 75 pour vol à main armée, tentative d'assassinat. Monsieur, c'est lui-même qui était attaqué, ancien ministre Justice et Michel Brunache et famille. Nous songeons incident ça, côté que le ministre a manqué victime et a manqué même perdu la ville. Gagné
une cellule de gang que DCPJ a été éclatée et M. ça a opéré sous l'aéroport. Il y a 7 là-dedans. Mackenzie Laurent, Fernand Joseph, Fritz Anderson, Ferdinand, Parfens Jean, Café Joseph, Michelet Jean-Baptiste et Franz Samedi qui continue à appeler John. Il a arrêté M. Sarao pour vol à main armée, tentative d'assassinat, trafic illicite de stupéfiants, association malfaitée. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.